BRICS, quelle opportunité pour le continent africain? C'est le thème de notre forum de cette semaine et nous sommes au plateau avec deux invités. King Dozo, il est expert en structuration économique et financière. Merci King de rester avec nous pour cette seconde partie. Cette seconde partie à partager avec les téléspectateurs. Et notre deuxième invité, Edem Kodjo Aokou, juriste. Edem Aokou, merci d'être là également. Je vous rappelle le contact pour nous écrire, plus de 128 96 46 10 31. Vous êtes déjà nombreux à nous écrire, à nous dire ce que vous pensez de cette alliance avec les BRICS ou non. Qu'est-ce que l'Afrique peut gagner, opportunité donc à rentrer dans un monde multipolaire? Écrivez-nous, nous allons relayer vos messages d'un moment à l'autre. Le temps donc de finir notre discussion, nous étions donc en train de parler de la nécessité pour l'Afrique de changer les paradigmes économiques. Et King Dojo, j'étais en train de m'interroger sur le scandale que constituent les contrats financiers en Afrique. Pourquoi l'Afrique est-elle si gentille en commerce? Et si je vais vous décevoir, commençons d'abord même par un outil agricole qu'on appelle la houe qui a été inventé par nos aïeux. Force est de constater qu'au fil du temps, cet outil n'a connu aucune amélioration. Ouais. Nos aïeux ne sont pas allés à l'école. Après, ils ont donné naissance aux enfants et pour lesquels ils disent ce qui m'est arrivé ne devait pas vous arriver. Ces enfants sont allés à l'école et puis, en allant à l'école, n'ont pas pu revenir améliorer ces outils de production qui nourrissent 70% l'agriculture, je veux dire, la population africaine jusqu'à ce jour. Il faut juste observer le taux de chômage dans nos pays pour faire le rapport. Qu'est-ce qui a marché? Est-ce que l'agriculture, le temps de nos parents, ils vivaient de leur production, ils consommaient ils produisaient ce qu'ils consommaient. Mais au temps de nous, les enfants qui sont allés à l'école, n'est pas revenu améliorer donc ces outils. La question de savoir est-ce que nos aïeux sont plus intelligents, sont plus ingénieux, créatifs que nous? Les Africains, malgré tout ce que nous avons dans nos sous-sols, manganèse, phosphate, n'ont jamais découvert la pertinence ou bien l'utilité de ces outils, n'ont pas trouvé nécessaire d'inventer donc des appareils pour leur recherche et leur transformation. Les Occidentaux étant un peuple aguerri à la recherche donc du bien-être perpétuel, continuent de faire des efforts de découverte et ont découvert donc l'utilité de ces minéraux que regorgent nos sous-sols. Et ils sont à la recherche de ces minéraux, de ces matières premières partout dans le monde, ce qui les a conduits à conquérir d'abord nos terres et à nous posséder, à diviser le continent. Et en disant aux Africains, nous allons venir extraire les minéraux de vos sous-sols, ne vous inquiétez pas, nous allons vous aider à construire vos écoles, vos hôpitaux. Ne vous faites pas attention, quelques-uns de vos élites, on va les former chez vous pour revenir diriger vos pays. C'est pourquoi ils sont allés faire des études géotechniques, des études de géologie, mais ils sont devenus ministres la plupart du temps, mais pas pour venir faire des recherches dans nos sous-sols et définir la cartographie minière de nos pays. Dites aujourd'hui à un pays africain, montrez-nous avec exactitude la cartographie minière de votre pays. Aucun pays n'est en mesure de le faire si ce n'est les Occidentaux qui détiennent nos cartographies minières. Et le problème commence par là. Du moment où tu ne sais même pas de quoi grégore ton sous-sol, il est quasi impossible même d'aller amener des recherches. La recherche commence d'abord par la cartographie minière. Et nos écoles ne forment pas donc ces cartographes miniers. Nos écoles ne forment pas des chercheurs en géologie pour pouvoir découvrir le type de roches que nous avons. Est-ce qu'à partir de ces roches, on peut fabriquer et inventer ou bien alimenter, par exemple, notre industrie? Pourtant, il faut que cela existe. Ce sont les filières les plus rares dans nos universités. Le défi, il est d'abord défi de l'éducation. On fait 13 années juste pour savoir écrire. On fait 13 années des Africains pour parler français ou anglais ou espagnol. Je veux parler du primaire. Pas du très bon. CP1, CP1 jusqu'en terminale, ça fait 13 ans. Juste pour savoir parler. Le résultat. Quel raisonnement même, mon frère. Donc, en fait, le problème vient de là. Nous avons un système éducatif qui n'est pas de nature à garantir, à créer donc les hommes qui créent de la richesse, mais les hommes qui recherchent de l'aide. D'où on est dans une société des cas sociaux, parce que celui qui vit des aides, c'est un cas social. Voilà le problème en fait.
Donc les Occidentaux ont trouvé très vite l'opportunité de financer donc la recherche chez eux, la recherche du sol, de l'eau, de l'air, et continuent dans la quête de l'invention de tout ce qui améliore donc la condition de vie de l'humanité. Il faut donc alimenter donc ces produits inventés par ces minéraux ou bien ces matières premières que nous disposons chez nous, mais nous n'avons pas la main-d'œuvre qualifiée pour leur exploitation. Et maintenant, quand on vient au contrat... Oui. Peut-être avant de venir au contrat, pour rester sur les ressources humaines, beaucoup d'Africains font leurs preuves, leurs expériences dans des industries, dans des sociétés à l'étranger, et même parfois sur le plan local. Mais comment se fait-il qu'on ne profite pas de ces ressources humaines, ceux qui ont réussi à faire leur nom ailleurs? Voilà. Vous savez, prenez un jeune Togolais par exemple, qui va faire peut-être 10 ans aux États-Unis, dans un domaine très spécifique. Très pointu. Très pointu. Je ne sais pas, la nano, tout ce qui est lié aux satellites, des trucs de ce genre ou aux mines. Parfois, ce dernier a du mal à rentrer au pays s'il sait très bien qu'il n'y a pas de structure adéquate qui pourrait lui permettre de pouvoir mettre en exergue ce qu'il a appris de l'autre côté. C'est ce qui bloque souvent les jeunes talents africains et ils ont du mal à revenir au bercail. Il y a un ministre français qui avait dit entre-temps qu'il y a plus de médecins togolais exerçant à Lyon que de médecins togolais exerçant sur le territoire togolais. Déjà, ce sont des talents que nous perdons parce que dans notre pays, nous n'avons pas réussi à créer un cadre adéquat pour que ces talents puissent revenir et mettre en avant ce pourquoi ils ont été envoyés à l'extérieur, certains avec l'argent de l'État. Parce que pour ceux-là qui ont bénéficié des bourses, c'est l'État, c'est l'argent du contribuable togolais qui a permis à les envoyer de l'autre côté. Alors, c'est pour pouvoir pallier cela, il est très important de faire un diagnostic sérieux et profond. Mon co-débatteur l'a cité bien, il faut commencer par l'éducation. Il faut éduquer la jeunesse. Il faut réformer le système éducatif. Parfois, moi, je suis étonné que des hommes politiques se permettent de dire que c'est difficile de réformer le système éducatif. Or, la réforme, c'est une décision politique. Ce ne sont pas seulement les experts qui vont réformer l'éducation. C'est une décision politique. Donc, c'est vrai que ça va prendre du temps. Mais il faut commencer quelque part. Si à chaque fois, on dit c'est difficile à réformer, c'est difficile à... Quand est-ce qu'on va commencer? Il faut commencer quelque part à la base pour réformer le système, pour déceler les domaines dans lesquels... C'est difficile parce que si vous décidez de vos curriculums de formation vous-même, vous n'aurez pas le financement. Oui, c'est pour cela qu'il faut prendre son destin en main très tôt. Il faut montrer à ces décideurs, ceux-là qui nous ont imposé le curriculum de formation depuis les années 60. C'est eux qui nous ont dit il faut faire ci, il faut faire ça. On nous enseigne même des histoires qui remontent aux années 600, aux années 700. Est-ce qu'en France, on enseigne encore des trucs comme ça? C'est des gens qui ont choisi. On ne peut pas imposer à un jeune une histoire qui s'est passée il y a 1000 ans. En réalité, c'est une spécialité. Si tu veux connaître l'histoire, que tu veux connaître l'Égypte, tout ce qui s'est passé dans les années 200, dans les années avant Jésus-Christ, c'est un choix personnel. Voilà, tout ça, on n'en a pas besoin. C'est un choix personnel qu'on peut faire. Internet, aujourd'hui, on peut pianoter pour retrouver on n'a pas forcément besoin hein. d'aller dans une faculté et de passer 3 ans à étudier tout ce dont on n'a pas vraiment besoin pour construire le continent. Les domaines technologiques sont aujourd'hui en vue. Quand vous prenez l'intelligence artificielle, chers amis, il y a combien de jeunes au Togo qui sont pointus dans ce domaine? Il n'y en a pas vraiment. Mais alors que c'est ça l'avenir. Alors, forme dans l'intelligence artificielle. C'est un processus qui a été mis en place par les Occidentaux. Ce sont des conquérants. D'abord, ils nous ont chassés de nos terres parce qu'ils visaient déjà. Ayant déjà la cartographie minière du continent, ils ont chassé d'abord, de nos terres, en nous encourageant à aller à l'école, aller perdre le temps à l'école et abandonner l'agriculture. Et quand l'agriculture est abandonnée, ils nous ont chassé également de tout ce qui est formation visant à aller vers la recherche dans nos sous-sols. Pour que nous, en tant qu'Africains, ne trouvions pas l'intérêt de creuser. Donc, dites-moi, celui qui ne connaît pas l'agriculture, n'a jamais fait l'agriculture, dites-moi qui saura mieux négocier un contrat pour le compte d'un paysan qui a guéri un Kouka. Non. Mais quand on parle de réforme de l'école, je voudrais qu'on s'entende. Est-ce que vous souhaitez qu'on fasse la même chose que les autres font
pour moi, ce n'est pas une vraie réforme ou de réfléchir sur comment l'Africain peut développer sa propre technologie. Vous parliez de l'intelligence artificielle, par exemple. Est-ce que nous sommes obligés, King, de passer par le même chemin? Quelqu'un demande au robot de lui exécuter des tâches, c'est bon, mais l'Africain peut juste prononcer une parole pour que la tâche s'exécute. Mais est-ce qu'il ne faut pas faire des recherches dans ce sens-là pour valoriser aussi ce que nous savons faire le mieux? Mais vous comprenez, on est d'abord à un niveau primaire en termes de besoins. On est d'abord à un niveau primaire. Il faut voir combien de produits d'abord qui sont transformés, nos produits agricoles qui sont transformés, peu nombreux d'ailleurs. C'est pourquoi on produit assez de café cacao, mais la transformation se fait en Italie, en Suisse et aux États-Unis. Donc, commençons même d'abord par ce que nous consommons, pour commencer. Ouais. Est-ce qu'il n'y est pas nécessaire ou opportun de reformer le système éducatif, orienter les Africains vers l'intelligence de la transformation de ce que nous consommons? L'intelligence artificielle à l'agriculture. L'intelligence de la transformation. Je ne parle pas de l'intelligence artificielle, je dis l'intelligence de la transformation. Moi, plus simple, l'intelligence de la consommation d'abord. D'abord, oui. Vous comprenez un peu? Quand on va nous orienter dans une formation ou alors qui se repose sur l'intelligence de la transformation, vous verrez qu'on transformera le maïs en plusieurs formes. Et ça pourra servir donc à donner naissance à d'autres aliments. Mais aujourd'hui, on n'a même pas encore épuisé ce que le maïs peut nous donner. Alors que si nous étions sous d'autres cieux, je vous garantis qu'on ferait tellement de recherches sur le maïs et ses dérivés. On est d'accord? Allons vers là-bas d'abord. Que le nouveau système éducatif mise sur ce principe de base qu'on doit produire ce qu'on consomme. C'est parce que le système actuel est à défaut de cette pratique ou bien de cette façon de voir produire ce qu'on consomme, qu'on continue toujours par aller dans ce qui est d'aller à l'école, avoir le diplôme et chercher de l'emploi. Et ça garantit donc plus tard le chômage. Donc c'est ainsi que les contrats miniers sont négociés par des gens qui ne sont pas du tout qualifiés à défendre d'abord la souveraineté de leur pays en termes de ressources de leur sous-sol. Et les droits de concession que nos États ont en contrepartie d'avoir cédé nos terres et l'exploitation de ces terres sur des années 20, 30, 50 à des compagnies étrangères, les négociateurs en face sont faibles. Ils ne voient pas l'important. Donc du coup, ils ne tapent pas sur la table. Ils ne mettent pas en valeur. Quand ce téléphone, je sais que je l'ai acheté à $1000, en revendant cela, je vais le revendre à $1200. Mais si je l'ai eu à 0 francs, je ne lui accorde aucun intérêt. Ça n'a aucune valeur chez moi. Donc, celui qui vient me proposer 1000 francs, $100, je lui donne ça parce que... D'ailleurs, on ne connaît pas exactement la quantité de ce qu'on vend. Justement, on ne connaît même pas la quantité. Donc, c'est l'individu même qui vient te dire, dans ton sous-sol, on n'a que 1000 kilos d'or. Alors que quand il a fait ses recherches depuis les satellites, il sait qu'on a au moins 1 milliard de tonnes d'or. Et il te signe le contraire pour dire, pour les 1000 que je vais exploiter, voici tes droits de concession que je vais te verser annuellement pour le fait que j'endommage ton sol. Déjà, on a un problème. On est mal parti pour la négociation de ces contrats miniers parce que on n'a pas de personnel qualifié en dehors du fait que nous ne disposons pas nous-mêmes d'études d'exploration de nos sous-sols ou de la cartographie donc minière pour quantifier même ce dont nous disposons avec exactitude et pouvoir le mettre dans la balance de négociation avec tous ceux dont l'industrie ne peut vivre que de cela. Nous ne sommes pas encore industrialisés. Mais à partir donc de la connaissance pleine de notre sous-sol, on peut mieux négocier nos contrats et imposer même que la logique voudra qu'il y ait d'abord une première transformation de nos matières avant que ça ne sorte de nos portes. Ils vont le faire parce qu'ils n'en ont pas dans leur sous-sol. Raison pour laquelle ils viennent chez nous. Sinon, on pourrait faire comme la Turquie. La Turquie n'a rien dans son sous-sol, mais c'est un pays richement industrialisé. On peut s'industrialiser sans toutefois exploiter son sous-sol, toujours. Donc, c'est de dire qu'en fait, le défaut dans ces contrats miniers est dû principalement au fait que les négociateurs du côté des pays africains sont méconnaissants d'abord de leurs richesses, de leurs acquis et même de la quantité dont ils disposent de tout minerai qui
qui est censé... Débat intéressant. Je voudrais juste conforter très rapidement parce que nous prenons beaucoup de temps. Voilà. En fait, comme il a dit, on n'a pas forcément besoin de matières premières pour pouvoir s'industrialiser. On a, par exemple, la Corée du Sud. La Corée du Sud n'a pas véritablement de matières premières, mais c'est la 11e puissance économique actuellement. Donc, il faut savoir investir dans ce qu'on appelle le capital humain. Quand il y a les jeunes, même s'il n'y a pas de matières premières, quand vous investissez dans les jeunes, c'est la réflexion, la recherche et les prestations de services qui aident ce genre de pays à se développer. Ce n'est pas seulement la Corée du Sud, même les trois autres qu'on a qualifiés de dragons de l'Asie du Sud, Corée du Sud, Taïwan, Hong Kong et Singapour, c'est des pays qui n'ont pas véritablement de ressources naturelles. Je suis même résident de Singapour, pour information. Voilà. Sur 500 km², on est 6 millions d'habitants, mais l'économie singapourienne, vous serez d'accord que Singapour même exporte même de l'huile de palme. Voilà. Comment vous pouvez imaginer ça? On consomme. Donc Voilà. Donc c'est quand même très important que nous aussi on puisse investir véritablement. La population africaine est une population très jeune et les jeunes africains sont très engagés, sont très intelligents. Donc il faut juste investir dans le capital humain et les résultats seront extraordinaires. L'Afrique, c'est l'espoir de l'humanité. Ce n'est pas pour rien que depuis quelques années, on voit une excursion, une balade des diplomates occidentaux, des diplomates russes. Même la dernière fois, il y a la vice-présidente des États-Unis qui est venue au Ghana et a promis près de 100 milliards au pays de l'Afrique de l'Ouest. On a vu Sergei Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe également, qui est en train de faire une tournée africaine. Ils savent que l'Afrique, c'est l'avenir. Ils savent que l'Afrique, c'est l'espoir. Est-ce qu'il ne faut pas trouver un moyen pour rendre l'éducation gratuite, quelle qu'elle soit? Même comment on va dire, les cursus de pointe de technologie, est-ce qu'il ne faut pas trouver un moyen? Il a dit qu'un Africain qui veut étudier, on lui demande de payer. Le problème, monsieur Gilles, le problème, ce n'est pas la gratuité. Hein. Oui, mais moi, je pense la volonté. Le problème, ce n'est pas la gratuité. Mais qu'est-ce que nous allons étudier? C'est ça le problème, en fait. Même si c'est gratuit que nous allons étudier des faux enseignements, ça ne donnera pas de résultats que nous cherchons pour changer de paradigme. Le problème, ce n'est pas la gratuité. Jusqu'à présent, les Africains ne sont pas à défaut de payer la scolarité de leurs enfants. La meilleure raison, vous... Mais payer 2-3 millions pour faire des études en commerce international pour se retrouver vendeur de motocoin. Mais c'est le système, en fait. C'est le système éducatif qui produit ce résultat. Même si vous rendez l'école gratuite dans le même système, vous aurez toujours le même résultat. Nous parlons plutôt de changer de paradigme. Et pour changer de paradigme, on commande d'abord par le changement. Moi, je ne parle même pas de réforme. Je parle même de changement de système éducatif. Il faut changer parce que... On doit tout détruire. On doit tout détruire. En fait, c'est mieux de déconstruire. Oui, ou notre médecine, par exemple, va consister à amener les étudiants en bourse pour leur faire découvrir des herbes. Justement. Comment on est obligé de faire comme les autres? Voilà. C'est comme la Chine n'a jamais abandonné. Comment vous pouvez comprendre qu'on a autant de pharmaciens qui font 7 années à l'université qui viennent devenir des boutiquiers? Ouais, justement. Ils ne peuvent même pas combiner des molécules. Oui, qui ne peut pas combiner même des molécules pour donner naissance donc à des médicaments qui, pour lutter contre des maladies tropicales dont nous sommes victimes permanemment et qu'on attend toujours que des chercheurs européens viennent pour faire des recherches sur nos plantes médicinales que nous connaissons depuis notre enfance. Mais ça aussi, c'est parce que jamais été à l'école peut vous guérir. Vous guérir avec les détoxins. C'est les grandes firmes pharmaceutiques. Si vous prenez par exemple le cas de cette feuille qui a été utilisée contre la Covid-19 en Afrique, l'artémisia, merci. L'artémisia était une plante médicinale très efficace contre le paludisme. Et un médecin congolais a été loin dans la recherche, mais avec le temps, il a été tué. Parce qu'il y a même des pharmaciens qui étaient venus le menacer en lui disant explicitement « Tu es en train de piétiner notre business ». Avec le temps, le gars a été tué. Donc, il y a quand même toujours ces incursions de ces grandes firmes occidentales qui voient parfois le développement de la médecine traditionnelle comme une menace. Mais comme c'est à nous vraiment. Mon frère, moi je veux dire, je ne participe pas à ce courant de victimisation. Que oui, quand les Africains font une invention, on va venir le tuer. Non, écoutez, c'est trop simple et trop facile. Hein. Mais écoutez,
Nous avons inventé comment transformer le maïs en koumé. Qui nous a tués? Arrêtez. Ne justifions pas nos incapacités à changer notre vie par des supposés traqueurs de nos vies. Non. On va aller du côté des téléspectateurs. Parce que le débat de l'intérêt, si on ne fait pas attention, on va oublier leur message. Isaac Gbebadon, le professeur d'économie depuis le Bénin, de retour aujourd'hui. Isaac, nous sommes très heureux de votre message. Bonjour le forum. Je pense qu'il ne s'agit pas nécessairement de basculer vers une alliance, mais de reconnaître l'opportunité que représente cette nouvelle alliance pour les pays africains. L'Afrique doit se préparer à en profiter au maximum pour restaurer sa souveraineté. Isaac Gbebadon Bino, professeur d'économie donc depuis le Bénin. Merci beaucoup. Nous saluons nos téléspectateurs de l'autre côté. Bonjour Gilles, le salut. En même temps que je vous salue en même temps que les invités. Bon retour à Monsieur Dojro. Si j'ai bien écrit, vous avez bien écrit, bien sûr. Richard Tagba depuis Kara. La question est très simple. C'est simple selon vous. On va la découvrir. Les Européens ont-ils fait quelque chose depuis les relations internationales qui puissent profiter aux Africains? Parce qu'en réalité, ces pays dits de BRICS sont toujours une main derrière pour troubler ce qui doit réussir. À nous d'être vigilants et pragmatiques. Qui veut répondre à Richard Tagba? Les Européens ont-ils fait quelque chose depuis les relations internationales qui puisse profiter aux Africains? Bon, je suis tellement... Et Tagba s'inscrit dans ma logique de développement. Et c'est de poser la question, depuis que la Banque mondiale, le FMI finance l'Afrique et l'Afrique s'est développée. C'est juste la question. Aussi simple comme bonjour. Est-ce qu'on s'est développé avec FZ? Est-ce qu'on s'est développé avec avec ces différentes coopérations que nous avions connues avec des pays du G7 ou alors aujourd'hui, nouvellement, ceux qui viendront de BRICS? C'est une question de prise en main de ta destinée. Tant que tu n'as pas pris en main ta destinée, aucune autre personne ne pourra te définir la route et te conduira à ta destination. Celui qui ne sait pas où il va se perdre, quelle que soit la compagnie que tu feras. Les problèmes que nous avons en Afrique, c'est qu'on n'a pas défini là où on va et on fait beaucoup de compagnies. On fait la compagnie des G7, on fait la compagnie des institutions de Bretton Woods, on fait la compagnie avec de la Chine depuis un certain moment, on fait maintenant la compagnie de la Russie, on fait la compagnie de l'Afrique, d'abord de la CEDEAO. Où est-ce que ces différentes compagnies nous ont conduits? Parce qu'on ne sait pas où on va. Quelle que soit la personne qui nous accompagnera à une partie de notre tronçon, tant qu'on ne connaît pas notre destination, on n'y arrivera jamais. Bonjour le plateau. Bon retour à notre ami King. Oui, le roi est dans la tanière. C'est Maglibé Machatom des Monts Barba Bassar. Il est de retour lui aussi aujourd'hui. Bon retour match. Pour moi, la vraie opportunité que les BRICS offrent aux Africains, c'est le rôle du troisième larron, comme dans la fable. Un alignement risquerait de phagocyter l'Afrique. Mieux vaut être la tête d'une souris pour grignoter qu'être la queue d'un lion, dit la sagesse. Les pays africains doivent surtout éviter de s'unir dans une communauté strictement géographique. Quelques-uns en alliance avec les pays de la péninsule arabique, de l'Amérique du Sud et même certains petits pays d'Europe pour constituer cette troisième force économique capable de concurrencer et le G7 et les BRICS, car c'est de la concurrence à qui va dominer les autres qu'il s'agit. Bonne émission. Merci Match pour votre message. Il me semble que vous êtes d'accord, vous acquiescez de la tête. Oh oui, justement, je m'aligne. On s'aligne. Merci Match. Bonjour Gilles. À tes invités que je salue avec la pertinence du débat. Moi, je pense qu'avec l'avènement des BRICS, les BRICS démocratisent le marché financier. L'Afrique doit commencer par transformer les matières premières, ces matières premières à la base en produits finis.
Sur ce, l'Afrique peut s'en sortir économiquement et libre de ses décisions et ne pas dépendre et ne dépendra pas de qui que ce soit. Merci et bonne émission. C'est Godswe depuis Adidogome Segwe. Merci Godswe. Je continue. Bonjour le plateau de New World. Merci aux invités pour leurs analyses. L'Afrique doit faire une analyse judicieuse avant de s'engager dans un camp ou dans l'autre. Quoi qu'on dise, la diversité est bonne. Cela limite les contraintes. C'est Mouamadou qui nous écrit d'Anier, dans le centre du pays. Fabrice Yomi du Niger maintenant. Bonjour Niwad, bonjour Gilles, bonjour à mon papa. Non, est-ce que je n'ai pas choisi un ancien message? Oui. Alors, je retrouve le message du jour de Fabrice Yomi. Bonjour à vos invités qui sont au plateau. Les BRICS, c'est une bonne opportunité et or, pour tous les pays, c'est une bonne opportunité pour tous les pays de s'adhérer au BRICS. Mais le problème est que certains présidents africains qui sont téléguidés par la France, en particulier l'OTAN, en général ne vont pas trouver les BRICS comme une bonne opportunité. Fabrice Yomi depuis Niamey au Niger. On va encore les mains de l'OTAN et de la France. Oui, je pense que c'est un peu ça, c'est ce discours parfois qu'on doit commencer déjà par nuancer. Mais c'est pas un discours qui est faux non plus. Oui, ce discours n'est pas faux, mais comme mon co-débatteur l'a dit, il faut vraiment qu'on laisse derrière nous la victimisation, qu'on voit toujours le mal partout, qu'on voit toujours l'Occident partout, l'instrumentalisation partout. Les BRICS ne sont pas des anges. Et quand eux viennent en Afrique, ils ne viennent pas comme des ONG qui veulent, ou bien comme un orphelinat, comme, une organisation qui veut seulement aider le continent. Mais ils viennent aussi pour pouvoir défendre leurs intérêts. Donc, si nous nous attendons à ce que les BRICS viennent sauver le continent des griffes de l'Occident, nous risquons de passer d'un maître à un autre. Et cette fois-ci, ça sera plus dangereux pour le continent parce qu'actuellement, soit nous sommes en position de faiblesse, soit nous sommes en position de force. Si nous acceptons de pouvoir collaborer avec les BRICS en tant que pays souverain, pays qui est prêt, en tant que pays prêt à défendre sa souveraineté, nous sommes en position de force. Mais si nous nous réfugions, nous nous recroquevillons derrière les BRICS, ils vont nous traiter comme des individus vulnérables et vont plus nous exploiter que l'Occident ne l'a fait dans le temps. Donc il est très important qu'on soit prudent, que ce soit nos dirigeants, que ce soit les leaders d'associations, les panafricanistes. Il faut être très très stratégique dans le discours que nous tenons, sinon cela pourrait se retourner négativement contre nous. Touata Anoche, je salue vos invités qui sont à la hauteur du thème. Merci une fois encore pour leur éclairage afin de nous sortir de l'obscurité. Cependant, quelle opportunité pour nous Africains? La question est simple comme de l'eau à boire. Nous voulons notre propre monnaie. Tant qu'on n'a pas notre propre monnaie, surtout les pays qui sont encore sous le joug monétaire de la France, pour eux, ils n'ont même pas besoin de parler d'opportunité. Quant au reste, qu'ils pratiquent le non-alignement, en ce sens que ce soit BRICS ou les autres en face, ils prendront les initiatives d'émergence des pays africains. Par conséquent, l'Afrique pourrait devenir ou développer de nouveaux accords politiques, économiques et militaires. C'est ce que Touata nous dit. King, est-ce que King a une réponse? On continue. Bon, vous comprenez que notre démarche traditionnelle, la plupart des Africains, c'est de se victimiser. On le répète toujours. Et pour les pays africains, ils sont victimes, les francophones, ils sont victimes d'abord de la monnaie. Et je dis toujours que la monnaie est un élément dans un ensemble à 3 éléments et prend valeur 0. Pendant que dans cet ensemble, l'offre prend la valeur 1, la demande prend la valeur 2. La monnaie ne prend de la valeur que quand elle est associée à l'un de ces 2 éléments précédents cités, l'offre et la demande. Donc quand les Africains, unanimement ou économistes ou autres, pensent que le problème de l'Afrique c'est d'abord la monnaie, moi je m'inscris contre cela. Pas d'abord, mais c'est quand même une partie des problèmes. Je m'inscris contre cela parce que nous continuons d'en pratiquer des contrats d'échange de marchandises, ça réussit bien. Pour dire qu'en fait, sans la monnaie, on peut toujours commercer. Oui. Donc,
partant de ce principe, notre problème sur le continent, surtout dans les pays francophones, notre problème, la faiblesse de notre économie ne dépend pas du fait que nous utilisons le CFA, mais c'est parce que notre économie est orientée à 80% vers l'importation. Même si aujourd'hui, même si aujourd'hui nous utilisons notre propre monnaie, qu'on dépend toujours à 80% de l'importation pour satisfaire nos besoins à la consommation, la faiblesse de l'économie sera toujours avérée. La preuve en est, il y a plein de pays africains qui ont leur monnaie. Ouais. Je fais le Burundi, je connais le Burundi a sa monnaie. Et il y a un moment, le Burundi était à défaut même de payer ses factures, ses créances à l'étranger en devises parce qu'il n'y avait plus de devises. Et il y avait le franc burundais. Donc les exemples sont légion. Mais qu'on transcende, qu'on aille au-delà de simples revendications politiques pour dire nous voulons nous détacher du français. Et donc, son instrument d'asservissement, c'est le franc CFA. Moi, je ne m'inscris pas dans ce débat. Je m'inscris dans un débat de changement de paradigme. De paradigme qui nous conduira à produire ce que nous consommons. Et le besoin d'avoir notre monnaie locale va s'imposer parce que la monnaie locale répond également à ce paradigme de produire ce qu'on consomme. Du moment où tout ce que vous consommez, vous l'importez, c'est normal que vous importez aussi la monnaie que vous consommez. C'est très important, mon frère. Edem? Donc, moi, je pense que, voilà, je corrobore ce que mon co-débatteur a dit. Il faut qu'on aille au-delà de la question monétaire. Il y a des gens qui tiennent des discours comme quoi la monnaie, surtout nous qui sommes plus dans l'espace CFA, c'est vrai que le CFA contribue à la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement, mais ce n'est pas que. Oui. Ce n'est pas que nous ne sommes pas industrialisés. Vous savez, l'un des facteurs les plus importants pour le développement d'un pays, c'est l'industrialisation. C'est l'industrialisation qui permet quand même de pouvoir créer de l'emploi. C'est l'industrialisation qui permet de pouvoir créer de la richesse. Je vais t'aider. Je veux même dire, au lieu de parler même d'industrialisation, parle plutôt de la transformation. Voilà. Parce que c'est une autre étape. L'industrialisation, c'est une autre étape. Voilà. La transformation. Oui. Voilà. Donc si... Comme il a dit, il y a plusieurs pays aujourd'hui qui ont leur propre monnaie, mais qui ne sont pas encore développés. Donc, les enjeux qui nous sont aujourd'hui importants et qu'on a sous la main, nous devons d'abord travailler là-dessus. Et des sujets que nous ne maîtrisons pas encore, autant ne pas aller sur ces terrains et laisser Parfois, ça peut même être une ruse de la puissance étrangère qui essaie de détourner l'attention sur les réels enjeux. Justement. Et on la suit bêtement dans ce piège. Pas d'accord forcément. Sinon, donnez-nous le pays développé qui n'utilise pas sa propre monnaie. Mais, vous savez, comme on l'a dit, non, on comprend, c'est quand même une réalité. C'est un long débat qui est scientifique. Mais pas scientifique. Mais voilà, il ne faut pas totalement qu'on se focalise sur la question monétaire comme étant... Parce qu'il y a certains Africains, surtout beaucoup de jeunes Africains qui nous suivent actuellement, quand vous leur posez la question, ils disent il faut qu'on sorte du franc CFA. Comme si en sortant du franc CFA, tout le monde aura un boulot. Non. Ou comme si on dit il faut que la France dégage. On ne veut plus de la France. Comme si la France dégageait, tout le monde aura un boulot. Vous avez vu au Burkina, quand il y a eu le coup d'État, les jeunes se sont pris aux installations de la France. Ils étaient tout contents que la France doit quitter le pays. Mais après, est-ce que les jeunes ont eu le boulot? Est-ce que le pays s'est développé? Non, ce n'est pas l'important. L'important, c'est de pouvoir développer ses propres compétences et collaborer avec n'importe quelle puissance, mais pouvoir imposer ses conditions à la puissance qui arrive et non se débarrasser de certaines puissances et accepter à bras ouverts d'autres puissances. Boboli Ferdinand. Boboli nous a rejoint dans l'émission. Boboli, quoi? Boboli vous rappelle quelque chose? Non, c'est cette histoire de CFA là. C'est ça qui nous fait rire, quoi. Parce que... Alors, depuis Chichao, bonjour Niwod, merci beaucoup pour l'émission. Comprenez que c'est le manque de confiance en soi qui constitue le problème pour les Africains. Les Africains n'ont pas confiance en eux, ils ne se prennent pas au sérieux, selon Boboli. Bonjour le plateau de New World Forum, merci pour le thème de ce jour. Après le G8, le G7, le G20, constituent des groupes inventés par des Occidentaux pour nous distraire, nous dissuader, nous diviser. Un autre voit le jour qui s'appelle BRICS. Je voudrais savoir en quoi ces groupes sont-ils importants à l'Afrique. Le seul problème de l'Afrique, ce sont ces dirigeants qui doivent revoir le système éducatif, informatique, technologie, permettant aux jeunes Africains d'être
indépendants. L'Afrique ne peut pas se développer avec des aides au développement. Elle se développera avec ses fils et filles à travers ce qu'ils ont appris. Bonne émission à vous, Sylvestre Nienda depuis Kégué. Je suis d'accord avec ce téléspectateur, surtout sur la question de l'éducation. Quand vous prenez les BRICS, ces 5 pays-là, ils ont un taux de scolarité de plus de 80%. Et c'est à juste titre si aujourd'hui, ils sont des pays émergents et en voie de devenir, ils sont des pays développés. Voilà. Donc, c'est très important, si nous voulons avoir le niveau de ce genre de pays, qu'on puisse investir dans l'éducation, mais dans l'éducation concrète, dans l'éducation réelle et dans l'éducation d'actualité. Il faut véritablement identifier les réels enjeux de développement aujourd'hui, les réels secteurs. On ne dit pas qu'il faut fermer certaines filières, parce qu'il y a encore des gens qui sont toujours passionnés par certaines filières, on ne va pas le leur interdire. Mais interdire le droit. On ne peut pas interdire le droit aussi, hein, c'est très important. On a besoin, vous savez, dans chaque on doit secteur, contextualiser justement, le droit. Il faut limiter parfois des inscriptions. Les agrégés en lettres modernes, par exemple, ils nous ont servi à quoi? Je préfère ne pas citer de département pour ne pas faire des aigris. Voilà, mais il y a certaines filières dans lesquelles il faut réduire le nombre d'étudiants. Parfois, vous allez voir dans certains départements, il y a 3000 diplômés, mais les 3000 n'ont pas encore de boulot, hein, mais l'année qui va suivre, il y a 5000 étudiants inscrits. Et 0 en géologie. Je ne comprends pas. Est-ce qu'il y a un département de géologie Oui, je pense qu'il y a une spécialité. À l'université, il y a une spécialité au niveau de la FDS, faculté des sciences, mais je ne suis pas sûr qu'il y a une école spécialisée. Mais déjà au collège, on ne nous décourage même pas cette matière. Oui, la géologie. Comment est-ce que c'est possible? Parce que ce que nous avons, c'est-à-dire que ce sur quoi nous marchons, ce sont les ressources, les ressources du sous-sol. Mais comment ne pas avoir des filières pour développer? Déjà même les Au moins, nous avons ça. Les ressources minières sont là. Et là, le stage sera plus facile pour les étudiants qui vont faire ce secteur. S'ils n'ont pas de stage, ils vont poser. Voilà. D'abord, on commence à découvrir la géologie en 4e. Voilà. On est d'accord? Il faut voir comment on nous présente la matière. Voilà, c'est ça. Mais c'est le volcan. Ah, s'il vous plaît. C'est une matière qu'on te décourage même d'aller en profondeur. Je sais que c'était très nul quand même. Bien sûr. Si Le on nous volcanisme est une figuration de l'école terrestre. Si on nous présentait cette matière dès le collège comme étant l'avenir du continent, justement, vous pensez qu'on aura aussi des désintérêts pour cette matière au collège? Non, pas du tout. Pas du tout. Donc, ce qui fait l'intérêt, ce qui est utile pour notre épanouissement, pour l'exploitation de notre sol, en haut et en sous-sol, on nous décourage à aller vers. Ouais. Mais ce qui doit nous éloigner... On nous distrait, c'est l'histoire du volcan. Justement, on nous distrait, effectivement. On nous distrait. La technologie des plaques. Bien sûr, ouais. Bon, sur le plateau, ma question est de... Quand on a passé le temps à étudier les failles sismiques, les plaques tectoniques, ça nous a servi quoi? Voilà. Mais on ne nous dit pas la finalité. On nous dit, écoutez, vous faites la géologie pour aller étudier les minéraux qu'on regarde notre sous-sol. Et à partir de là, on va faire des inventions. À partir de là, on va transformer pour changer notre quotidien. Parfois, il y a des enseignants même qui n'arrivent pas à créer le lien entre ces cours et la réalité. Et la réalité, vous comprenez? Pas parfois. On fait même la chimie, mais à la fin, on ne sait même pas que c'est à partir de la chimie qu'on fabrique les savons que nous utilisons. C'est quand les bonnes dames qui fabriquent Kwevidi, qui connaît mieux la fabrication de Kwevidi, mais l'étudiant ou l'élève qui a fait la chimie ne sait même pas partir de ces cours-là pour faire Kwevidi. Il y a une anecdote. Il y a une anecdote. Il y a une élève, après, je pense qu'elle a fait la physique à l'université, après elle a commencé par fabriquer des savons. Ouais. Et un jour, elle a rencontré son enseignant. L'enseignant lui demande comment elle réussit à fabriquer les savons alors qu'il n'a pas fait une étude. Mais elle lui dit, c'est ce que vous nous avez enseigné en chimie. Les équations, tout ça, c'est la réalité. L'enseignant même n'arrive pas à voir la réalité de ce que lui-même il enseigne sur le terrain. Et c'est grave. Il y a un problème. Il y a un problème. Bonjour le plateau, ma question est de savoir si l'Afrique peut créer son propre système monétaire pour outrepasser le dollar américain, par exemple, et les BRICS. C'est Alaï Arama qui nous écrit du Mali. D'abord, il faut comprendre que l'avènement des BRICS, c'est d'abord le premier défi, c'est de démocratiser le système monétaire international. L'existant ou l'ordre mondial actuel, c'est le dollar qui règne. On ne commerce qu'avec cet instrument. Voilà. Plus vous demandez le dollar, mieux il se vend et il prend de la valeur.
le dollar ne se repose plus sur les réserves d'or. Le dollar, la valeur du dollar aujourd'hui devient une marchandise que tous doivent faire recours à, cette marchandise pour pouvoir acheter d'autres marchandises. Donc, le dollar fonctionne aujourd'hui comme ça. Sur la confiance. Plus vous demandez le dollar, mieux il se portera, mieux il se vendra. Il se vendra. Donc, c'est ça. Alors qu'au départ, le principe voudrait que la valeur du dollar se repose sur les réserves, les réserves en or. Voilà. Mais puisqu'ils n'ont plus de réserves en or importantes, ils sont allés négocier. C'est pourquoi j'ai bien aimé le développement, les rapports qu'ils ont établis avec l'Arabie Saoudite et autres, pour que le dollar soit justement, pour que le dollar soit la marchandise qu'il faut tout le monde puisse avoir avant d'acheter d'autres marchandises. Voilà. Donc le dollar n'est plus au niveau monnaie, c'est au niveau marchandise. Il faut l'acheter pour pouvoir troquer avec d'autres marchandises. Voilà. On est d'accord? Donc, partant de cela, il y a déjà une démocratisation qui est amorcée par les BRICS. Nous en arriverons progressivement. Et à partir de là, je pense que le monde sera libre. C'est pourquoi les BRICS disent, pour financer dans des pays, je vais émettre des obligations en monnaie locale. Voilà. Pour rompre déjà avec la pratique occidentale de dollars qui règne. Et pour les institutions des BRICS, les conditions financières sont assouplies également. Ça, il faut le souligner. Ils n'ont pas de conditionnalité structurelle à demander avant d'accorder. Oui, ils sont malins. Ils sont très intelligents. Ils font le contraire de ce que le concurrent font. Par exemple, quand vous prenez l'Argentine. De bonne foi ou pour c'est de bonne guerre. Voilà. C'est de bonne guerre. C'est normal puisque c'est quand même le business. Donc, tout le monde va s'en sortir gagnant-gagnant. Et ils ont vu ce qui s'est passé avec l'Argentine. Le FMI a totalement asphyxié le pays. La même chose avec la Tunisie. Dans ces pays-là, les BRICS ont quand même compris que de nombreux pays commencent à ne plus faire confiance à ces institutions financières internationales. Du coup, ils vont juste prendre le contre-pied de ce que proposait la Banque mondiale, le FMI, pour pouvoir faire de belles propositions aux pays africains. Et l'aspect de pouvoir les financer dans les monnaies locales paraît tellement intéressant que les pays africains n'hésiteront pas une seule seconde à se ruer vers cette nouvelle banque des BRICS. Et pour revenir effectivement sur la pertinence de cette mesure de faire de lever des obligations en monnaie locale et rembourser en monnaie locale. Mais le cas, par exemple, de Burundi, je parlais en 2019, 2018 jusqu'en début 2020, c'est que le pays avait de l'argent en monnaie locale, mais ne pouvait pas rembourser ses dettes en devises. Mais imaginez un instant que ce pays s'était endetté en monnaie locale. Et le pays ne connaîtrait jamais de défaut de paiement. Et il n'aurait pas arrivé à ce que nous appelons des défauts souverains à un moment donné. Voici la pertinence, par exemple, de l'une de leurs mesures. Oui, mais est-ce que ça ne crée pas un problème? Parce que si j'ai ma monnaie locale, il suffit que je coupe. Non, ce n'est pas comme ça, ça se passe. Non, ça ne se coupe pas comme ça. Ça se passe ailleurs, le dollar, ça se coupe. Non, en fait, c'est pour... C'est-à-dire que c'est le brigand... C'est-à-dire que c'est comment vous pouvez... Du gangsterisme. C'est du gangsterisme américain. C'est pourquoi ils ne l'ont pas fait sur leur propre territoire. Voilà. Ils l'ont fait pour faire la guerre ailleurs. Ils savent les répercussions que ça aura. Ils savent, bien sûr. G7 ou BRICS pour les Africains et notre planète, c'est comme la peste et le choléra. Nous prenons pour des pays moins développés parce que nous pensons que le développement tel que défini par les pays dits développés est un objectif à atteindre en oubliant que ce modèle de développement est destructeur pour notre planète. C'est Aziakou qui le dit. Il pose un autre débat. Je n'ai pas bien saisi la fin. Il dit que le développement tel que les autres nous le vendent n'est pas un modèle standard. Oui, justement. Chaque pays, chaque continent a ses réalités. Nous avons longtemps copier la réalité occidentale et on voit les conséquences que cela a eu. Nous l'avons fait dans n'importe quel domaine, éducation, culture, finance, économie. On voit que cela n'a pas apporté grand-chose au continent. Et nous n'allons pas aussi nous aligner derrière les BRICS et faire exactement ce que ces derniers font dans leur pays. Mais nous allons... C'est pour cela que je trouve très intéressant qu'on nous prête de l'argent dans nos monnaies locales et qu'on ait la possibilité de pouvoir rembourser dans nos monnaies locales. Et là, ça nous permet de pouvoir investir dans les domaines que nous voulons et avoir notre propre démarche pour notre développement. On ne va pas nous imposer la démarche à suivre. Voilà, il faut respecter tel nombre de critères. Il faut que, sur les questions des droits de l'homme, vous soyez à tel niveau, vous puissiez grimper de tel nombre de points avant de bénéficier de tel financement. Il n'y a plus ça. Voilà. Ouais. Mais je suis trop d'accord avec le téléspectateur pour cet aspect, pour dire qu'en fait, il ne faut pas
qu'on adhère au développement, au type de développement qu'on nous impose. Justement. La preuve en est que vous allez aujourd'hui dans un village, vous demandez à un paysan, de quoi avez-vous besoin ici? Il te dira, on a besoin de l'électricité, on a besoin de goudron, de routes bitumées, on a besoin d'écoles, on a besoin on a besoin de dispensaires. Ouais. On a besoin de paraboles. Mais à la fin de la journée, ce paysan, son hectare lui produisait avant 1 tonne de maïs, mais avec ce changement climatique, d'1 tonne l'hectare, il tombe à 500 kilos l'hectare. Et à la fin, il se retrouve à aller sur le marché avant de s'approvisionner pour sa propre consommation. La question de bon sens, de quoi ce paysan a-t-il réellement besoin? A-t-il besoin de l'électricité ou des routes bitumées ou de l'hôpital ou Tu as tout ça à côté de toi et tu meurs de faim. Quelle est la leçon à tirer? Parce qu'on lui a vendu que le développement, c'est la route, c'est l'hôpital, c'est l'école. Voilà. Donc du coup, il ne se penche plus pour ses propres besoins qui doivent le développer. Le développement commence par le développement de l'homme, de l'individu. L'individu qui a accès facilement à tout ce dont il a besoin pour créer sa propre richesse. C'est d'abord ça qui ramènerait donc ce paysan à avoir assez facilement à tout ce qui est moyen de production pour pouvoir booster donc sa production à l'hectare, pour être à l'abri donc de tout ce qui est aliment à consommer par son processus, pour avoir l'autonomie ou bien l'autosuffisance alimentaire. Mais quand on lui vend un autre type de développement auquel il adhère, comme on nous a vendu cela, nos pays iront toujours s'endetter à coups de milliards pour venir investir dans les infrastructures, pendant qu'à côté, les citoyens végètent dans la misère, n'ont même pas assez à 100 francs même pour pouvoir créer donc de la richesse dont l'État a besoin pour pouvoir réaliser a priori ces infrastructures. À partir de quoi? À partir de ces droits ces droits fiscaux. Voilà. Parce que quand le citoyen produit, il va payer les impôts. Voilà. L'État aura assez de moyens pour pouvoir réaliser en retour donc les infrastructures qui viendront desservir ou là-haut, qui viendront garantir un environnement plus propice, plus adéquat pour ce citoyen. Parce que le citoyen à la base aurait contribué à renforcer la caisse de l'État, la fiscale de l'État. Voici le développement dont nous avons besoin. Agbamou nous a écrit. Je voulais rebondir, mais bon. Nous ne reste plus beaucoup de temps. 2 minutes pour conclure cette émission. Agbamou nous a écrit. Agbami Komi. Irkamba, c'est joli prénom ça, Irkamba. Depuis Kanikopé, bonjour. Aux invités qui sont aguerris et clairs déjà, la jeunesse africaine, que les dirigeants africains prêtent une oreille attentive à ces éclaireurs et veilleurs de conscience. Merci beaucoup, cher Irkamba, pour votre contribution. Bonjour Gilles, sans oublier les invités, c'est Alonio Yao Agbessi depuis Adido Gomé. Quelle formation nous avons reçue pour être industrialisés. Nous nous sommes formés pour ne rien faire et pour demander des aides à l'étranger. Et celui qui tend la main tend à vous imposer ses désirs. Mais mes questions sont les suivantes. Si l'Afrique se développe, quel sort serait réservé aux pilleurs? Comment peut-on se développer avec un système éducatif caduc qui ne s'adapte pas aux réalités du continent? Merci beaucoup, Monsieur Alognon, pour votre question. Je vais relayer quelques-unes encore pour conclure cette émission. Bonjour au panel. Je souhaite poser une question à Monsieur... non, il dit Sagna, qui s'appelle Sagna. À combien le prix du pain à Bamako actuellement? Donc, il me semble que notre téléspectateur est quelque peu perdu. Bonjour, le plateau, nos dirigeants africains doivent faire beaucoup attention. On ne se développe pas. Ne vendons pas un voleur pour acheter un sorcier. À mon humble avis, si l'Occident ne nous a pas aidés, je ne vois pas comment la Russie peut aider l'Afrique à se développer, sauf en armement. Cyril, depuis Niamey, ça fait 4 fois, mais mon message n'a jamais été lu. Normalement, vous devriez privilégier les gens de l'extérieur. Cette fois-ci, c'est fait, Cyril, depuis Niamey.
Qui d'autre? Bonjour le plateau, s'il vous plaît. Je voudrais savoir ce que signifient les BRICS. Les BRICS, c'est l'acronyme des pays qui constituent cette alliance. Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, le S. South Africa en anglais. Donc, merci pour ceux qui attendent encore. Est-ce que j'ai le temps de lire ce dernier message? Non, nous sommes arrivés à la fin de notre forum. King, merci. Merci à Gilles et merci aux téléspectateurs. Bon dimanche à tout le monde. Edem? Merci beaucoup à toi, Gilles, pour l'occasion. Un seul mot, retournons à la terre. La terre ne trompe. La terre ne trompe jamais. Avec stratégie. C'est Pignan Aklesso qui a assuré la réalisation de cette émission. Merci. Merci Aklesso. À très bientôt pour un nouveau forum.